2 chiffres suffisent à fissurer un récit longtemps présenté comme immuable. En quelques semaines seulement, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones sous pression ont déplacé l'image d'un État affaibli vers celle d'un mécanisme interne, rapide et mesurable. Ce basculement pose une question simple mais décisive: qui en subit les effets concrets et pourquoi Ibrahim Traoré s'impose comme l'axe discret de cette recomposition. La suite de l'analyse mettra à l'épreuve la solidité réelle de ce dispositif face aux contraintes du terrain. Cette analyse propose une promesse claire: aider le spectateur à distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible. En moins de 10 minutes de lecture, assez comprendre ce déplacement permet d'évaluer des choix publics sans se laisser guider par l'enthousiasme ou le rejet. L'enjeu dépasse un cas national. Il touche à la manière dont un État fragilisé peut transformer des contraintes internes en leviers opérationnels mesurables. Ici, il ne s'agit ni d'admirer une prouesse administrative, ni de condamner un geste exceptionnel, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société. Ce cadre impose une lecture exigeante. Chaque affirmation doit renvoyer à des effets observables, chaque critique à des risques identifiables. Et si la sécurité devenait un produit interne, que changerait réellement la mesure du succès? La réponse engage une double responsabilité. En cas d'échec, la confiance institutionnelle s'érode et les lectures fatalistes se renforcent. Si en cas de tenue dans la durée, une brèche conceptuelle s'ouvre, susceptible de reconfigurer des dépendances plus larges, c'est ce point de bascule, encore instable, que la suite va explorer avec prudence méthodique. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif et 15 600 détenus sont réaffectés à un dispositif de sécurité encadré. Ces 2 chiffres, rarement lus ensemble, déplacent le débat. Ils signalent un passage mesurable entre un avant fragmenté et un après plus lisible, sans conclure à une victoire définitive. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine, les marchés perdent leur rôle social, la mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, parfois symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé. Elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur des chiffres, mais leur temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? La réponse n'est pas dans un discours, mais dans une logique causale précise. Les chiffres n'achèvent pas le débat, ils l'ouvrent en fournissant un premier point d'ancrage concret pour évaluer si ce mécanisme tient au-delà de l'effet de surprise initial. Les premiers effets observables apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui servent de capteurs sociaux. Dans un village agricole, un cultivateur voit une patrouille mixte sécuriser l'entrée du marché. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne déclenche ni colère, ni célébration, seulement une attente prudente. Un salut bref suffit à dissiper une crainte accumulée. Dans un quartier populaire, une scène comparable se reproduit. Une mère identifie son fils au sein d'une unité chargée de sécuriser le marché où il avait été arrêté par le passé. Elle ne parle ni de rédemption, ni de miracle. Elle évoque un devoir rendu à la communauté. Cette formule circule sans slogan, sans mot d'ordre officiel.
comme une manière spontanée de nommer ce qui se joue, une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les discours. Ces microscènes n'ont rien d'anecdotique. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur les perceptions avant de se traduire pleinement dans les statistiques. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte exclusive et devient un indicateur de responsabilité assumée. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ce déplacement précoce produit un effet mesurable. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. La transformation institutionnelle gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. En somme, la confiance renaît par des preuves quotidiennes. Avant la réforme, l'appareil sécuritaire s'enlisait dans une logique défensive, fragmentée, réactive. Après son déclenchement, le rythme change brutalement. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie, ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate, sans zone grise entre sanctions et services. L'activation est volontairement rapide, l'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré et mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont établies, les catégories filtrées, les profils jugés incompatibles écartés. Environ 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique, ils sont absorbés. Cette transition frappe immédiatement l'opinion par sa sécheresse. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. Le pays change de tempo. La vitesse devient un message politique implicite. Éviter l'hésitation, réduire l'incertitude, empêcher toute négociation informelle. Quelques jours plus tard, le dispositif atteint son premier pic visible dans des centres d'entraînement improvisés mais rigoureusement encadrés. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. La discipline est imposée sans concession. Les journées suivent une routine stricte. Course à l'aube, formation tactique en journée, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de provoquer une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent, en aparté, un front de l'esprit. Rien n'est officialisé. Aucun slogan. La méthode repose sur la répétition des gestes plutôt que sur le discours. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. Les premières répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Ces gestes discrets, répétés, signalent un ajustement social profond. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, elle s'inscrit dans une séquence où l'accélération initiale prépare une autre exigence, tenir dans la durée. La phase spectaculaire s'achève. Commence alors le test le plus difficile, celui de la continuité. Avant la mise en œuvre du dispositif, les indicateurs convergeaient vers une trajectoire dégradée. Après son déploiement, ils s'inversent de manière cohérente et observable. Ce passage du diagnostic au delta mesurable constitue le premier test de crédibilité de la réforme portée par Ibrahim Traoré, non par l'empilement de chiffres, mais par la lecture de leurs écarts. Le premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse n'implique pas la disparition du risque. Elle traduit une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. L'occupation plus continue du terrain, la connaissance fine des itinéraires informels
et la diminution de l'effet de surprise expliquent cet écart. Autrement dit, la violence ne s'évapore pas, elle perd en efficacité. Un second signal affine cette lecture. Autour de Kaya et de Dory, le nombre d'embuscades passe de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation ne renvoie pas à une accalmie ponctuelle, mais à un déplacement structurel. La topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Les routes secondaires, autrefois imprévisibles, cessent d'être des pièges permanents. La mobilité gagne en continuité et la pression psychologique se relâche graduellement. Le troisième indicateur touche à l'économie rurale, souvent absente des bilans sécuritaires maloclassiques. Dans le nord du pays, la production agricole progresse de 20 et 1% sur la période observée. Cette hausse ne relève pas d'un gain de productivité miraculeux. Elle reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles. Les canaux sont réparés, les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture par stabilisation locale des conditions de travail, sans subvention extérieure massive. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être contesté. Une baisse d'attaque peut masquer un déplacement géographique. Une reprise agricole peut être attribuée à des facteurs climatiques. C'est leur cohérence qui importe. La diminution de la violence sécurise les routes. Les routes ouvertes soutiennent les marchés actifs stabilisent les communautés. Les effets se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale. Elle est exposée comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. Cette posture change la nature du débat. La question n'est plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à produire jour après jour. Ce cadrage n'éteint pas les doutes, il les rend vérifiables. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité, mais ils attestent d'une capacité à générer de l'ordre là où dominait la fragmentation. Donc c'est précisément cette lecture, fondée sur le delta observable, qui répond à la question ouverte plus tôt. La vitesse initiale a-t-elle créé un socle ou un mirage ? Deux objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première concerne la stabilité sécuritaire. Armée d'anciens détenus créerait un risque intrinsèque pour l'État. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique et à réactiver des peurs anciennes. À cette inquiétude s'ajoute une objection éthique. Convertir une peine en service militaire brouillerait la frontière entre justice et utilité. Le processus judiciaire pourrait perdre en légitimité si la sanction cesse d'être perçue comme une fin en soi. Certains acteurs civils redoutent un précédent ambigu. Transformer la marginalité sociale en ressource sécuritaire risquerait d'installer une militarisation de la détresse plutôt que de traiter ses causes profondes. En cas d'échec, le contre-coup serait d'abord psychologique, rendant toute rechute plus coûteuse politiquement. Ces critiques ne sont ni marginales ni infondées. Elles identifient des points de rupture plausibles. La réponse la plus robuste ne consiste pourtant ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables. À ce stade, aucun cas de désertion n'est signalé. Aucune rupture disciplinaire majeure n'est documentée. Les indicateurs examinés précédemment ne prouvent pas une perfection, mais ils contredisent les scénarios les plus pessimistes à court terme. Le point décisif tient à la posture institutionnelle adoptée sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette méthode n'annule pas les risques, elle en change le traitement. Les craintes sont reconnues, puis confrontées au terrain. Les données disponibles n'éteignent pas l'inquiétude, mais elles obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu. Ce qui se révèle à mi-parcours, ce n'est pas un nouveau chiffre spectaculaire, mais un déplacement silencieux du centre de gravité. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle et commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire intégré
aux usages quotidiens des territoires reconquis. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité, la régularité des patrouilles, la stabilité des itinéraires et la prévisibilité des interactions avec les communautés. Cette banalisation encore fragile change la nature du débat public. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. Les villages ne célèbrent pas une victoire, les Adjou. Ils ajustent leur comportement. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle, les routes reprennent une lisibilité minimale, et les administrations locales retrouvent une continuité d'action. Ce glissement transforme le milieu du récit. La réussite éventuelle ne dépend plus d'un pic chiffré, mais de la capacité à tenir l'ordre sans rupture. C'est ce point d'équilibre encore instable que le dispositif doit préserver pour passer de l'événement à la durée. Pour l'État, le premier effet est une reprise de lisibilité territoriale. La reconquête ne se limite pas à un contrôle militaire ponctuel. Elle permet aux administrations de sortir d'une gestion par zone fragmentée et d'opérer sur un espace plus continu. Des services publics interrompus redémarrent progressivement. Plus d'une centaine de taxes commerciales locales rouvrent et des dizaines de villages retrouvent un marché hebdomadaire fonctionnel. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours abstrait et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire donné. Cette continuité réduit les coûts d'urgence et autorise un redéploiement vers des fonctions civiles longtemps gelées. Pour les forces de sécurité, l'impact est d'abord opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance fine des sentiers, des caches et des itinéraires informels réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulière et moins défensive. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. De ce qui explique pourquoi les gains observés tendent à se consolider plutôt qu'à s'éroder. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle, les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau entre les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Des gestes de confiance se multiplient, repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte, mais devient un indicateur de protection encore fragile, mais reconnu. Pour les acteurs régionaux, enfin, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, enfin non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les partenaires extérieurs restent prudents et parlent d'une expérience non conventionnelle. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Ces 4 lectures convergent vers un même point. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels. Elle réaligne des trajectoires qui évoluaient jusque-là en parallèle et transforme des effets dispersés en cohérence mesurable. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, fondées sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. Non, elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins possibles selon la manière dont la dynamique actuelle est consolidée ou fragilisée. La question directrice est simple. Si les routines te tiennent, que devient l'équilibre à Dechabatin ? Dans le scénario de base, la tendance se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables, les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale et les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Les gains agricoles observés se stabilisent sans nouvelle poussée, mais sans recul marqué. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative faite de procédures, d'évaluations régulières et d'ajustements pragmatiques.
La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique, sans proclamation idéologique. Cette trajectoire suppose une constance politique et l'absence d'incidents majeurs susceptibles de rompre la confiance. Le scénario défavorable, enfin, ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne, un incident disciplinaire grave. Une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile et les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Une recommandation de méthode s'impose alors commune aux 3 trajectoires, ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. C'est sur cette discipline du temps que se jouera la suite. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle en retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré et mesuré. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux se déplacent désormais vers les casernes lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte ou à l'inquiétude, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément et les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discrets, répétés, qui signalent une recomposition lente du lien social. Pour la diaspora, enfin, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active. D'autres rappellent la fragilité de l'expérience et la possibilité d'un retournement. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action observable. Ces perceptions n'additionnent pas des enthousiasmes. Elles dessinent un espace de projection prudent où chacun ajuste ses attentes face à l'action publique, non sur des slogans, mais sur des preuves accumulées. À ce stade, la réforme change de nature. Elle ne cherche plus à prouver une rupture, mais à éviter une rechute. La feuille de route présentée sous la coordination d'Ibrahim Traoré repose sur quelques leviers simples, conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. L'objectif n'est pas d'accélérer, mais de consolider ce qui fonctionne déjà sans élargissement irréversible. Le premier levier concerne la gouvernance du dispositif. Une double tutelle défense-justice est appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, ou à prévenir les dérives et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire, indépendamment de son passé. La justice n'est pas contournée, elle encadre. La sécurité n'improvise pas, elle applique. Cette séparation des rôles limite les zones grises où naissent les ruptures de confiance. Le second levier porte sur la discipline comme langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés dans certains segments de l'administration et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions,
apprentissage et service. Cette cohérence rend les parcours lisibles pour les communautés et réduit le risque de retour en arrière discret. Le troisième levier élargit l'horizon régional. Des mécanismes d'observation croisés avec le Mali et le Niger permettent de comparer les pratiques, d'identifier les points de fragilité et de mutualiser certaines formations. Cette ouverture n'est pas idéologique, elle est pragmatique et conditionnée à des résultats observables. Enfin, la feuille de route fixe des indicateurs précis, récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, ressources budgétaires redéployées. Chaque étape est mesurée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique, elle est exposée aux chiffres. C'est cette exposition qui répond à la question laissée ouverte plus tôt. La dynamique peut-elle tenir sans s'abriter derrière l'exception ? Le récit revient alors à une scène déjà observée plus tôt, mais transposée à une autre échelle. Lors d'un défilé organisé dans une grande ville, où des centaines d'hommes avancent en rang serré. Ils ne sont plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Le même salut simple, aperçu autrefois à l'entrée d'un village, se répète devant la foule. Ce geste discret agit comme un rappel silencieux. Rien n'a été effacé. Quelque chose a été réordonné. Parmi les rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. La scène n'a rien de spectaculaire au sens classique. Elle est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée. Elle se pratique chaque jour, sous le regard des autres, dans la répétition des routines. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, un déplacement s'opère. La peur recule sans proclamation. La fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée, incarnée. La valeur d'un individu ne se juge plus seulement à son passé, mais à sa capacité à tenir un engagement présent. Ce moment ne conclut pas une histoire. Il rappelle ce qui est en jeu, une cohérence fragile, encore imparfaite, mais suffisamment crédible pour être transmise. C'est là que réside la portée émotionnelle la plus forte du dispositif. Retenons ceci, la cohérence vaut plus qu'une promesse. Ce parcours n'invite ni à l'adhésion automatique, ni au rejet réflexe. Il propose une matière à discussion. Ce qui se dessine ici dépasse un cas particulier et renvoie à une interrogation plus large sur la manière dont les sociétés en crise évaluent leur propre marge de manœuvre. Lorsque des choix risqués produisent des effets observables, comment les juger sans les sacraliser ni les disqualifier d'emblée ? L'enjeu n'est pas de trancher définitivement, mais d'ouvrir un espace de lecture partagé, examiner les faits, confronter les interprétations, identifier les limites sans nier les déplacements réels. Cette démarche concerne autant les citoyens que les analystes, autant les acteurs locaux que les observateurs extérieurs. Elle suppose une attention continue aux écarts entre ce qui est annoncé et ce qui est effectivement produit. Pour le spectateur, la question centrale reste ouverte. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de fabriquer ses propres réponses, avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités ? Quels critères permettent d'évaluer une réforme autrement que par ses intentions ou par ses slogans ? Participer à ce débat, c'est déjà prolonger la dynamique décrite, non par conviction préalable, mais par exigence critique.